Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans Scouting for Boys, le fameux manuel qui a lancé le scoutisme en 1908. Et pour vraiment comprendre ce qui a fait le succès de ce mouvement mondial, il faut d'abord revenir à l'époque de sa création et surtout voir à quel problème il essayait de répondre. On commence fort avec cette citation de Baden-Powell qui nous met tout de suite dans l'ambiance. On voit tout de suite une vision du monde où la préparation à la guerre, ce n'était pas juste une question pratique, c'était un vrai devoir civique, perçu comme absolument essentiel à la survie du pays. Alors, quel était ce fameux problème? Parce que pour Baden-Powell, il y avait vraiment urgence. Dans la Grande-Bretagne du début du XXe siècle, il voyait ce qu'il considérait comme une véritable crise de la jeunesse, une crise qu'il était bien décidé à régler. Voilà le truc. Baden-Powell voyait un fossé énorme se creuser chez les jeunes. D'un côté, on avait le tenderfoot, le pied tendre, si on veut, le jeune des villes, un peu perdu dans la nature, qui ne sait pas trop se débrouiller. Et de l'autre, son idéal, le frontiersman, le pionnier, celui qui est autonome, super débrouillard et prêt à tout. Pour lui, c'était super grave. Ça mettait carrément en danger la capacité de l'Empire britannique à se défendre. Bon, et comment cette idée est devenue une réalité? Eh bien, tout part d'un événement bien précis. Une histoire qui s'est passée en pleine guerre des Boers et qui a servi de test grandeur nature pour tout le mouvement scout. Alors imaginez un peu la scène, la ville de Mafeking est assiégée. Ils n'ont vraiment pas assez de monde pour défendre un périmètre immense, du coup chaque homme capable de se battre était essentiel sur le front, et ça laissait un vide énorme pour toutes les tâches de soutien qui sont pourtant cruciales. Et c'est là qu'un officier, Lord Edward Cecil, a une idée, mais alors une idée de génie pour l'époque. Il s'est dit, et si on utilisait les gamins de la ville pour aider? Et ça a été un coup double. Non seulement ça a libéré des hommes pour aller se battre, mais surtout, ça a montré à tout le monde le potentiel incroyable des jeunes, un potentiel que personne n'avait vraiment vu avant. Et cette petite anecdote, elle est juste parfaite pour illustrer ça. On n'y voit pas seulement le courage de ces gamins, mais aussi un sang-froid assez bluffant face au danger. Ils faisaient ça presque comme si de rien n'était, avec une sorte de nonchalance. Clairement, ça a été une révélation. Mais le scoutisme, ce n'est pas juste une question de compétences pratiques, loin de là. À la base de tout, il y a un ensemble de valeurs morales très fort. Alors allons voir un peu ces fameux principes qui ont forgé le caractère de tant de scouts. La promesse scout, ce n'est pas juste quelques mots en l'air. C'est vraiment la base de l'engagement de chaque jeune. C'est un serment hyper sérieux, fait sur l'honneur, et qui va guider toutes leurs actions et définir leur place dans le mouvement. Et cet honneur, justement, c'est la pierre angulaire de tout le système. Ce n'est pas du tout un concept flou. Ne pas tenir sa parole, c'était juste impensable. Et le manuel est très clair là-dessus. Ça voulait dire exclusion directe. Ça montre à quel point l'intégrité était fondamentale. Ensuite, on a la loi scout, qui transforme cette promesse en règles de vie très concrètes. On y retrouve des valeurs comme la loyauté, le service aux autres, mais aussi une discipline de faire, et notamment cette fameuse règle un peu surprenante, sourire et siffler en toutes circonstances, même quand c'est dur. Ah, la fameuse bonne action quotidienne. C'est peut-être le truc le plus connu du scoutisme. C'est une manière très simple, très concrète de se rappeler tous les jours qu'il faut aider les autres sans rien attendre en retour. Ça transforme une belle idée en une habitude de tous les jours. Ok, de belles valeurs, de beaux principes, mais comment on fait pour les enseigner concrètement? On va voir que le scoutisme a utilisé une méthode hyper moderne pour l'époque, basée sur l'action, sur le jeu, pour transformer tout ça en compétences réelles. Au cœur de la méthode, il y a le système des patrouilles. L'idée, c'est d'organiser les jeunes en petites équipes autonomes. Et ça, de manière presque naturelle, ça développe le leadership, l'entraide et le sens des responsabilités chez tout le monde. Et les cris d'animaux, alors ça peut paraître juste un jeu, mais en fait, pas du tout. C'était des signaux de reconnaissance, un peu comme un code secret pour se retrouver la nuit ou quand on se cachait. Ça renforçait l'esprit d'équipe et l'identité de chaque patrouille. Un autre classique, c'est le jeu de Kim, qui vient d'une histoire de Rudyard Kipling. Le but est hyper simple en apparence, mais c'est fondamental. Il s'agit d'entraîner son sens de l'observation et sa mémoire. Et pour Baden-Powell, c'était des compétences absolument vitales pour un scout. Et d'ailleurs, ça nous amène à une question intéressante pour notre époque. Dans notre monde qui va à 100 à l'heure, plein d'écrans, est-ce qu'on sait encore vraiment observer ce qui nous entoure? Pour montrer que ces compétences servent vraiment à quelque chose, le manuel donne un exemple bien réel, l'affaire du meurtre d'Elcedon. C'est une histoire assez incroyable qui montre comment l'observation, la déduction et le fait de faire son devoir peuvent transformer un jeune en un acteur clé au service de la justice. Bon, tous ces jeux, ces entraînements, ce code moral, tout ça, ce n'était pas pour rien. Il y avait un but bien précis derrière tout ça. On va voir maintenant quelle était la véritable mission du scoutisme à ses débuts.
Cette devise, la patrie d'abord, soi-même ensuite, elle résume tout. C'est un appel à se dévouer corps et âme à sa nation, à toujours faire passer l'intérêt général avant son petit intérêt personnel. L'objectif final, c'était donc clair, former une nouvelle génération de citoyens exemplaires. Des jeunes bien dans leur tête, bien dans leur corps, et surtout prêts à servir et à défendre leur pays. Le scoutisme, c'était ni plus ni moins qu'une école de patriotisme par l'action. Et ça passait aussi par un respect profond des symboles de la nation, comme le drapeau. Le fait d'apprendre son histoire, de savoir comment le hisser correctement, tout ça, ça renforçait le sentiment d'appartenance et le devoir envers la patrie. Au final, quand on se replonge dans ce manuel de 1908, on a une fenêtre fascinante sur une époque et ses priorités. Et ça pose forcément une question. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être un citoyen préparé ? Comment est-ce que cette idée a évolué en plus d'un siècle dans le monde complexe qui est le nôtre ?